Mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis qu'on allait parler aujourd'hui de la richesse. Les gens qui fabriquent les faux billets, tout ça là pour s'enrichir. Et nous allons interroger la Bible. Et la Bible va nous éclairer certaines choses concernant ces choses pareilles. Nous allons voir notre thème du jour. Et notre thème du jour, c'est la richesse selon Dieu et la richesse démoniaque, c'est-à-dire satanique. Et nous allons parler de deux catégories de richesse, dont deux manières de s'enrichir. La richesse selon Dieu et la richesse satanique. C'est de ces deux choses-là que nous allons parler dans notre thème. Et nous allons commencer par la richesse selon Dieu. Comment Dieu voudrait que nous gagnions notre pain. Nous allons commencer par là. Et nous allons lire dans notre Bible, nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Si nous nous souvenons de ça, que nous sommes faits de poussière et que nous retournons dans la poussière, mais pourquoi on est mauvais l'un envers l'autre? Pourquoi? Alors qu'on sait qu'on a un temps court sur cette terre pour partir. Nous sommes des étrangers. Et selon notre thème du jour, la Bible nous parle du temps que nous allons passer dans ce monde. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui veulent s'enrichir par tous les moyens. Et ici, dans ce passage, la Bible parle de ceux qui travaillent pour gagner un salaire qui leur permet de s'occuper de leur famille et résoudre leurs préoccupations avec l'argent qu'ils gagnent à la sueur de leur front. C'est de ça que la Bible veut nous entretenir, selon le plan de Dieu sûrement, pour gagner de l'argent et gérer notre famille. Ça, c'est la bonne manière. Et c'est cette bonne manière-là, c'est par là que nous allons commencer. Il faut toujours commencer par les bonnes choses. Dans la Bible, Adam et son épouse Ève ont travaillé. Adam et son épouse Ève ont travaillé. Ils ont travaillé au champ. Ils cultivaient la terre pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Parce qu'au fait, c'est l'objectif des parents. Lorsque Dieu vous donne des enfants, votre préoccupation, c'est leur avenir. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Personne, aucun parent n'a envie de voir son enfant dans la rue être vagabond. Ça peut arriver, mais ce n'est pas son souhait. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillaient. Ils travaillaient au champ. Ils travaillaient durement pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Parce que le premier objectif que nous fixons pour travailler, mais c'est pour mieux se nourrir. Quand même, nous n'avons pas d'enfants, mais on a besoin de se nourrir, d'être à l'aise, de ne pas commander, ne pas tendre la main aux gens. C'est souvent triste que nous soyons bien portants, nous avons des membres complets et que nous tendons la main aux gens et que nous voulons vivre aux dépens des autres. C'est pourquoi le premier exemple qui a été donné dans la Bible concernant Adam et son épouse Ève
les deux travaillaient durement pour subvenir à leurs besoins. Et quand tu travailles et que toi-même là, tu te prends en charge, tu es heureux. Parce que plus ou moins, tu as un calcul à la fin du mois. Tu dis à la fin de ce mois-là, je peux faire telle chose, telle chose, telle chose. Et tu arrives. Mais tu peux prendre même un crédit à la banque pour gérer ce que tu veux faire. Mais c'est parce que tu as un salaire que la banque te fait confiance et te donne les moyens pour faire ce que tu veux faire. Si Dieu ne t'a pas donné des enfants, ce n'est pas de ta faute. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des enfants. Ça, c'est leur choix. Vraiment, je n'en disconviens pas. Chacun a son choix dans la vie. Et il y en a qui veulent avoir une famille, mais malheureusement, passent partout, tentent par tous les moyens et ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est dur. Ça fait mal dans la chair. Parce qu'on veut et on ne trouve pas. Bon, mais quand Dieu nous donne, nous devons nous occuper d'eux. Et si Dieu nous donne des enfants, effectivement, nous pouvons nous préoccuper de leur avenir. Ça, c'est le premier objectif d'un père ou d'une mère. Et de façon générale, nous pouvons nous gérer. Et nous allons dépendre de ce que nous gagnons. Nous pouvons vivre donc dans une société correctement. C'est ça qui est important. Et le travail forme l'être humain. Le travail, ça forme l'être humain à affronter des difficultés de la vie. Et ça lui permet de vivre en société avec les autres. Souvent, il y en a qui ne veulent pas travailler. Ils ont l'opportunité, mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent dépendre des autres. Or, la main qui travaille et qui fait nourrir sa personne est une main bénie. Nous devons avoir ça comme premier objectif, de voir nos enfants grandir dans de bonnes conditions et avoir les moyens pour s'occuper d'eux de façon correcte, normale. Et donc, voici donc ceux qui veulent vivre correctement, ceux qui travaillent à la sueur de leur front. C'est ceux qui veulent vivre correctement par rapport à leur travail, pour gagner sa vie. Et sur le plan social et de façon générale ou de façon normale, indépendamment des autres, sans tendre la main aux autres. Ça, c'est des gens qui veulent faire quelque chose pour se prendre en charge et faire des choses qui nous intéressent. Quand tu travailles, tu fais des choses qui t'intéressent et qui peuvent profiter à nos enfants, à notre famille généralement. Voilà ceux qui, de bonne foi, veulent ressembler à Adam et Ève qui ont cultivé la terre. Et aujourd'hui, cultiver signifie beaucoup de choses. Ce que tu fais là, c'est de ça que tu vis. Si tu as un petit boulot, si tu as un petit métier, ou si tu as eu l'occasion de trouver une place, une grande place dans la société, bon, c'est de ça que tu peux te nourrir. Donc, ceux-là, c'est ceux qui veulent faire une vie normale, correcte, sans escroquer les gens, sans dépendre des gens. Et nous allons voir le deuxième, c'est-à-dire la deuxième partie de la richesse, qui est condamnée par Dieu, la richesse satanique. Parce qu'au fait, la richesse satanique est condamnée par Dieu. Ça ne permet pas à l'homme d'être à l'aise. Et nous allons voir dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9, la Bible dit: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés
et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Nous allons voir ce qui plonge les gens dans la ruine maintenant à partir de ce passage-là, à partir du verset que nous avons lu. Parce que la richesse démoniaque, on l'obtient de plusieurs manières. Par la fabrication de faux billets d'argent. Parce qu'on veut s'enrichir. Par l'escroquerie. Parce qu'on veut s'enrichir. Par la sorcellerie. Par l'envoûtement. Et par le sacrifice humain. On sacrifie un membre de la famille pour s'enrichir. C'est triste, mais beaucoup le font. J'ai vu moi-même une histoire triste comme ça à Soubré. Soubré, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Bon, je n'accuse pas parce que je n'ai pas les preuves. Mais je vous conte l'histoire que j'ai vue. Je suis allé visiter des parents là. Et à côté de leur maison, il y avait un monsieur pauvre qui vivait aussi là. Et ce monsieur-là, il avait une petite voiture comme ça. C'est avec ça qu'il vivait. Et il a garé ça dehors. Et 2 enfants sont partis jouer dans cette voiture. Et on a commencé à les chercher partout. Ils sont venus même nous demander si on n'avait pas vu ces enfants. On a dit non. Oh, ces enfants-là, ils sont morts dans la voiture. Disent qu'ils sont étouffés. Ils sont morts dans la voiture. Bon, quand ils sont morts, ils ont dit à Alakata, et puis Dieu a donné, Dieu a repris. Ça, c'est le thème de ceux qui parlent le Dieu là. 6 mois après, le monsieur a commencé à aligner des gros camions. Dans 6 mois, il avait déjà 7 gros camions. Et après, il a continué 10 plus et il continuait. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a donné, mais ça donne un peu de doute qu'à partir de la mort de ces 2 enfants-là, la richesse a commencé. J'ai connu l'histoire de quelqu'un dans la sous-préfecture de Logoualé. Ça, c'est département. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui est devenu riche, vachement riche. Mais ce monsieur-là, un jour, il voudrait se mettre dans la politique. Et ceux qui connaissaient son histoire se sont révoltés pour dire, mais tu restes avec ta richesse ou bien tu veux encore nous embêter? Et ils ont pris une équipe comme ça, ils sont partis là où il avait enterré la tête d'un mouton il y a des vingtaines d'années. Mais ils ont déterré la tête du mouton. La tête du mouton était comme si on tuait le mouton aujourd'hui, avec le sang comme ça y est. Et le monsieur, dès que cette découverte a été faite, il est tombé. Tous ces magasins ont commencé à se fermer. Alors qu'il avait des magasins partout, un peu partout, dans des grandes villes. Ça, c'est une richesse démoniaque. C'est une richesse démoniaque. Donc, nous allons parler aujourd'hui des faux billets. Des faux billets. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur la fabrication de faux billets pour s'enrichir. Ces exemples que j'ai donnés, c'est parce que je vous ai cité tout à l'heure qu'on peut s'enrichir par la sorcellerie, par l'envoûtement et par toutes ces choses, par les médicaments, par les fétiches. Mais nous allons parler des faux billets. Faites attention. Voilà comment aujourd'hui cette grande société à travers le monde gagne les gens, appauvrit les gens pour s'enrichir. Les faux billets.
Donc, la fabrication de faux billets, c'est un domaine très large, très large, qui implique parfois les hauts cadres de la banque. Comme par exemple le fondé de pouvoir d'une banque. Et dans certains pays, ça va jusqu'au président de la République qui fabrique des faux billets pour s'enrichir et pour appauvrir les autres. Parce que c'est une très grande société du monde. Nous allons voir plus tard comment le fondé du pouvoir utilise cet argent pour appauvrir les autres. Et vous constatez que il y a deux sortes de billets, de faux billets. Il y a deux sortes. Il y a le simple papier, simple, que je peux tirer dans mon ordinateur là, un simple papier comme ça. Bon, ça par exemple, ça a des écritures. Voici. Ça a des écritures. Mais ça peut aussi être un papier très simple qui n'a pas aussi d'écriture. Et ça, c'est un papier simple que nous tirons, que nous utilisons dans les imprimantes de nos ordinateurs. Découpé. Ils découpent avec les machines. Et teinté en noir. Et il y a des faux billets numérotés, semblables à l'argent original. Aussi teinté, noirci. Je ne vais pas vous expliquer comment on noircit ça. Bon, parce que tous ceux qui nous suivent là, tout le monde ne voit pas la vie d'une même façon. Nous cherchons à nous délivrer ou à freiner ceux qui vont venir vers nous pour nous proposer ces choses. Sachant déjà le secret, on ne va plus tomber dans le piège. Mais si je vous explique tout à l'heure comment on peut teinter ces billets, d'autres vont en faire de ça un métier. Et ce que nous voulons condamner là, ça va servir à d'autres, ça va profiter à d'autres. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous expliquer comment on teinte, ni les produits qui font teinter ça. Mais je vais vous expliquer comment, quand on utilise ces produits-là, comment alors on arrive à escroquer les gens. Et nous allons parler de ça. Comment faire? Comment faire? La différence entre les deux. Nous allons voir un peu la démonstration. Vous prenez une lampe ordinaire ou une ampoule de votre maison. L'ampoule que nous utilisons, pardonnez-moi, pour éclairer la maison. Ou une torche comme celle-là que j'ai, comme la torche que j'ai là. Ça, une torche comme ça. Vous prenez ça avec vous et par exemple, prenez une coupure de billets noirs qu'on vous a envoyé. Une coupure de billets. Et on dit ça, c'est l'argent. Qu'on vous envoie. Et vous placez ça. J'allume cette torche. Elle est un peu forte. Je ne vais pas envoyer à l'écran. Ça va déranger. Et voilà. Vous placez ça devant votre ampoule. Quand vous placez, vous frappez ça sur votre ampoule, vous regardez à l'intérieur. Vous lisez tout ce qui est à l'intérieur. Vous lisez tout ce qui est à l'intérieur, que ce soit une lampe, que ce soit une ampoule, que ce soit une torche. Vous lisez tout ce qui est à l'intérieur. Si c'est un papier normal de l'ordinateur qui a été découpé par la machine, vous voyez que tout est blanc. Même si c'est un papier avec marque et que la marque est à l'intérieur, vous voyez automatiquement cette marque grâce
à la lumière que vous avez. Parce qu'au fait, quand c'est vous qui donnez le billet à quelqu'un, il dit, je m'avais testé ça, on a une machine, on va aller tester. Et c'est toi qui vas payer son transport. Mais pourtant, il ne va pas tester quelque part. Il envoie chez lui, il allume sa lampe, il allume son ampoule, il frappe dessus et il lit ce qui est dedans. Déjà, ça, c'est la première façon de gagner des gens. Parce que vous mettez contre la lumière, vous lisez. Et vous lisez tout ce qui est à l'intérieur. Si le papier est blanc, si le papier est coloré, si le papier est comment, même les petits numéros, vous allez les lire. Et maintenant que vous savez la différence des deux biais, nous allons passer au système d'escroquerie. Le premier contact qu'on vous envoie, se fait toujours par le canal d'un intermédiaire. La personne même ne vient pas directement vers vous. Ça se fait par le canal d'un intermédiaire. Il peut être quelqu'un proche de vous ou dans le rang de vos connaissances. On prend toujours le système que les mafias, les terroristes utilisent dans les pays arabes. On prend toujours quelqu'un qui est proche des parents. Parce que dans le monde arabe, on ne rentre pas chez quelqu'un comme ça, s'il n'est pas parent. Donc on prend quelqu'un qui est proche, celui à qui on peut ouvrir la porte. C'est celui-là qui va faire du mal. J'ai vu ça en Algérie quand je suis parti visiter un parent diplomate en Algérie. Il y avait une dame dont le mari était menacé. Et le mari est resté à la maison avec sa famille. Il dit, je ne bouge pas. Aujourd'hui, je suis là. Et quand l'heure approchait, l'heure qu'ils ont mis dans la lettre, qu'ils vont le tuer ce jour-là, l'heure approchait, alors c'est un beau-frère qui est venu frapper à la porte. C'est-à-dire le grand frère à sa femme. Ils avaient 4 enfants. Et quand madame est partie, madame a vu, il dit, c'est mon frère. Et son mari dit, ouvre-lui la porte. Il l'ouvre, son mari l'a embrassé et son mari lui a dit, ah, vraiment tu es bienvenu, j'étais seul là, préoccupé parce que je pense à mes enfants, je pense à ta soeur, parce qu'on m'a menacé de mort. Mais comment faire quand je vois cette charge-là, et si effectivement on me tuait, cette charge-là, avec ta soeur, c'était trop, mais tu es bien arrivé, assois-toi, tu vas m'accompagner. Lui, il avait un pistolet. L'histoire que sa femme racontait. Et le pistolet est sur la table. Et quand son beau est rentré, le pistolet était là. Et quand il restait 5 minutes pour tuer le monsieur selon l'heure, son beau dit, je m'en vais. Ils ne vont pas venir, ça c'est des menaces inutiles. Et comme c'était son beau, il a fait confiance. Il a laissé son arme et il l'a accompagné à la porte. Dès qu'ils sont sortis, son beau a poussé la porte et la porte est fermée. Son beau a sorti son arme pendant que la femme marchait doucement, doucement pour regarder dans le trou, pour voir qu'est-ce qu'il va se passer. Et c'est devant, aux yeux de cette femme, que son propre grand frère a commencé à tirer sur son mari. Donc, on ne laisse pas quelqu'un rentrer comme ça chez les Arabes. C'est surveillé. Eux, ils se contrôlent mieux. C'est bien fait. Mais, malgré que c'est bien fait, on infiltre toujours des gens. Et à cause de cette mafia, il a laissé sa sœur dans des situations terribles, difficiles. Et sa sœur a commencé à pleurer. Les gens ont commencé à venir. Il dit, hé, toi grand frère, c'est toi qui fais ça. Mais c'était trop tard, il est mort. Donc, le système d'escroquerie, toujours celui qu'on envoie, c'est quelqu'un qui est proche de tes connaissances. Soit il est proche de toi-même, ou il fait partie des rangs de tes connaissances, qu'on appelle généralement les démarcheurs. Et pour ne pas se faire repérer par les agents de la police, on envoie toujours ceux qu'on appelle les démarcheurs. Et
nous avons en face deux types de personnes dans ce travail. Quelqu'un qui possède les biens et qui cherche un financier en lui proposant des pourcentages. Ou quelqu'un qui a les biens et qui cherche les laveurs, ce qu'on appelle les producteurs. Maintenant là, les deux situations, nous allons voir la différence, comment ça se fait. Toujours, il donne un rendez-vous en commun. C'est-à-dire que vous fixez un rendez-vous en accord commun pour essayer le premier lavage des billets. Et si c'est vous qui possédez le billet, attention, soyez les premiers à arriver sur le lieu. C'est une mafia, c'est là qu'on élimine les gens. Ça, c'est la première élimination. Soyez les premiers à arriver sur le lieu, mais, pardonnez-moi, ne restez pas sur le lieu. Écartez-vous, restez loin et regardez. Inspectez le coin. Si vous voyez, ils viennent toujours deux. Parce que c'est les complices. Le travail, je vais vous expliquer pourquoi ils viennent deux. Si vous voyez que les deux descendent du taxi, regardez dans le taxi s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, c'est normal. Mais s'ils arrivent, vous avez toutes les possibilités de changer le lieu de rendez-vous. C'est votre choix. Parce qu'ils sont déjà là. Mais s'ils viennent avec un véhicule ordinaire qui vient les déposer et à l'intérieur de ce véhicule se trouvent les gens, restez là-bas, cherchez la porte. Déjà, il y a une complicité. 2. 1, ça peut être les bandits, les brigands qui vont vous assassiner. Soit ça peut être la police secrète qui viendra vous arrêter sur le lieu de travail. Ça, c'est la première partie où vous devez faire beaucoup attention. Parce qu'ils viendront, si vous voyez qu'ils viennent, qu'ils sont venus comme vous l'avez prévu, c'est bon. Parce qu'ils viennent toujours deux. Mais s'ils viennent de cette manière, ce n'est pas bon pour vous. Votre vie est en danger. Maintenant, c'est un piège. Retournez immédiatement chez vous. N'apparaissez pas dans le lieu. Vous arrivez au laboratoire. C'est le lieu de l'escroquerie, au laboratoire. Là où ils vont vous fabriquer l'argent. Il y a plusieurs manières, mais moi je vous explique ce que je sais. Ceux qui viennent avec les produits pour laver sont généralement deux, comme je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, ils vous disent, nous sommes là. Il faut nous envoyer les échantillons. Mais avant d'arriver, ils vont d'abord à la banque. Ils changent 2 billets. Ils vous ont demandé avant, c'est comment ton billet là? Tu dis, ah, ce sont les billets de 5 000. C'est un lot de 5 millions, de 10 millions, de 50 millions, de 60 millions. Ils vont à la banque. Ils font échange de billets de 5 000 là-bas. Et 4 billets de 5 000, ça leur fait 20 000. Ou 15 000, ils emmènent 3 billets. Et je suis en CFA. Donc, quand ils amènent, chez eux, il y a un produit qu'on paie à la pharmacie. C'est avec ça qu'ils vont teinter le billet. Mais il y a le contre qui déteint ce qui est teinté. Donc, quand ils ont ces deux produits-là, ils teintent le billet en noir, ce qu'ils ont envoyé de la banque. Et quand ils arrivent chez vous, le deuxième, c'est lui qui a le billet, qu'ils ont teinté à la maison. Et le premier vous propose le travail. Choisissez-nous dans tout le lot, à gauche, à droite, au milieu, 3 billets, et vous nous envoyez, on va essayer. Et vous êtes tellement content, vous voyez dans votre lot, dans la chambre là-bas, vous prenez ici, vous prenez ici, vous prenez ici. Pendant que vous vous êtes levé,
Ils se sont communiqués déjà, ils sont là. Et dès que vous envoyez les 3 billets, il regarde, il vous dit déposez ça sur la table là. Et vous déposez. Là où vous avez déposé, on vous demande un récipient dans lequel ils vont laver le billet. Et ils disent mettez un peu d'eau dedans. Bon, maintenant, où on vous dit envoie-nous ça vide. Ça dépend du produit qu'ils vont utiliser. Eux, ils appellent ça le mercure, mais ce n'est pas le mercure. Ce qu'ils vont utiliser, ce n'est pas un mercure rouge. Mais ils vont vous proposer le mercure. Et ils vont vous dire envoyer. Dès que vous levez pour aller chercher un récipient, il change. Le deuxième, là, il change. Si c'est 3 billets que vous avez déposés, lui, il prend 3 billets en poche, il dépose et il enlève pour vous, il met dans sa poche. Et vous venez, vous déposez le récipient. Parce qu'ils ne veulent pas toujours que quelqu'un vous assiste. Il dit non, si les gens vous assistent, leur vie est en danger. Donc, ils veulent toujours que vous soyez seul. 1 contre 2. Et le billet là, c'est devant vous. Vous savez que c'est vous-même qui avez envoyé le billet, vous avez déposé. Et c'est le billet là qu'on va prendre devant vous là. Il regarde dans le sac, il sort son liquide, il met dans le récipient que vous avez envoyé. Il prend votre billet, il met dedans, il touche, il touche, il touche, il touche. Le billet devient propre. Très propre. Il prend, il enlève l'eau dessus, il vous dit séchez ça. Et il met deuxième, il brosse, il brosse, il brosse, ça devient propre. Il vous dit séchez ça. Et après, il vous dit que le produit n'est pas suffisant. On ne peut pas continuer. Mais les 2 ou les 3 billets qu'on a lavés, gardez ça vous-même. Allez-y dans un supermarché, faites l'achat avec. Si c'est propre, on se retrouve dans 2 à 3 jours. Et vous prenez, vous gardez le billet, vous séchez. Le billet est normal, c'est un billet de banque, c'est un billet propre. Et vous allez au supermarché et vous faites des achats. Maintenant, quand vous avez fait des achats, vous êtes content. L'opération du premier billet s'arrête toujours avec le propriétaire du billet. Et on prend un nouveau rendez-vous. Bon. Si la personne à qui on a remis les billets fait lui-même les achats, il est convaincu. Et dans le deuxième rendez-vous, on lui dit le billet est comment? Il dit le billet est bon. C'est vraiment bon. Il dit d'accord. Bon, comme c'est bon, on va passer à la deuxième étape. L'étape d'escroquerie. Eux, ils ont sacrifié 10 000 ou 15 000. Ça, c'est un sacrifice. C'est de l'argent qu'ils peuvent gagner ou qu'ils peuvent perdre. Au cas où vous refusez de vous prononcer. Mais ils savent que, comme c'est de l'argent propre et que vous êtes dans le besoin, vous allez vous prononcer et vous acceptez. Et quand vous acceptez maintenant, on vous propose d'aller à la banque pour prendre un crédit. Soit de 2 millions, 3 millions, 4 millions ou jusqu'à 5 millions de francs CFA pour ceux qui sont en CFA. Ou si la personne est en euros, on lui demande quelques dizaines de billets en euros selon la quantité de l'argent à reproduire. Puisque c'est vous-même qui avez dit que soit c'est 60 millions, soit c'est tel million, soit c'est tel million. Donc on vous demande cette quantité-là, cet argent par rapport à la quantité que vous avez. Et selon eux, cette somme qu'ils vous demandent de 2 à 5 millions ou quelques billets en euros qu'ils vont vous demander, c'est pour aller payer le mercure rouge, pour laver les billets. Mais puisque vous-même vous avez vu et qu'ils ont lavé devant vous et que c'est propre, vous êtes excité. Le piège tendu s'appelle la mort suicide. Et si tu prends le crédit à la banque, tu es rentré dans les problèmes. Voici souvent comment certains problèmes viennent chez certaines personnes et on ne comprend pas. Souvent, il devient fou, il n'arrive plus à gérer sa famille, il devient façon, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il a pris un crédit qui n'a pas servi. Il ne peut pas dire à madame, j'ai pris le crédit, j'ai fait telle chose avec. C'est pourquoi les enfants ne vont plus à l'école. C'est pourquoi je n'arrive plus à avoir correctement mon salaire. Et tu es rentré dans les problèmes.
Maintenant, si tu vis en Afrique, tu vas tourner vers, tu vas te tourner vers les Libanais. Les Libanais. Pour prendre les marchandises à crédit. À crédit. Pour terminer le mois. Soit la nourriture, soit les marchandises, soit... Et maintenant, tu vas vivre comme ça pour terminer le mois. Parce que ton salaire n'arrivera plus. C'est comme ça. Et certaines personnes donnent même jusqu'à leur carte bancaire aux Libanais pour faire les retraits sur leur compte et retirer leur crédit. Et on appelle ça crédit margouilla. Et quand tu rentres, un fonctionnaire rentre dans un crédit margouilla, c'est fini. Il ne s'en sort plus jamais. Il va aller de crédit en crédit. Et ça, toute sa vie sera entre les mains des Libanais. Parce qu'il est rentré dans un crédit qu'on appelle le crédit margouilla. C'est dangereux. Parce que tu t'es mis toi-même dans les problèmes. Et ceux qui sont partis avec tes millions ne reviennent plus. Tu es trollé comme ça. Et tu ne vas pas te plaindre quelque part. Même l'intermédiaire qui est venu te voir, tu ne peux pas porter plainte contre lui. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Et si tu es dans ça depuis des années et que tes enfants ne vont plus correctement à l'école, il y a une solution. Va à la police. Si ta carte est avec les Libanais, va à la police. Fais une déclaration de perte de ta carte de banque à la police. Et cette déclaration de perte, envoie ça à la banque. Et dépose à la banque. Et la banque va annuler les données de cette carte pour te donner une nouvelle. Ça ne fonctionne plus chez le Libanais. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as le crédit de quelqu'un. Tu fais maintenant une reconnaissance de dette par écrit, selon que tu peux. C'est ça, la reconnaissance. C'est ce que tu peux payer que tu écris, selon que tu peux. Et tu vas légaliser cette reconnaissance dans une administration pour éviter qu'on falsifie ta signature et en prendre plus. Pour valider et remettre une copie à celui à qui tu dois de l'argent. Pour te débarrasser de la situation de façon légale, juste. Parce que tu n'es ni voleur, ni escroc. Puisque tu reconnais avoir. Et cette reconnaissance te protège. Parce que tu dois payer le crédit. Néanmoins, tu auras ton salaire dans tes mains pour t'occuper des études de tes enfants et faire vivre ta famille. Donc, par cette procédure, il n'y a pas de condamnation juridique. Il n'y en a pas. Voilà, si tu es entre les mains des margouillards, la seule chose que tu peux faire pour te débarrasser, qu'on garde ta carte et que toi, tu vas de souffrance en souffrance et finalement, les enfants n'arrivent plus à manger et n'arrivent plus à aller à l'école. Tu peux sauver la vie de tes enfants et puis, enfin, tu peux t'occuper d'eux. Maintenant, on a vu la manière dont on est escroqué. Donc, quand quelqu'un vient maintenant vers vous, au lieu que vous payez son transport pour aller tester le billet se fait tester sur une lumière. Mais vous allez payer son transport. Il va le tester dans une machine. Pas de machine. Ce sont les moyens d'escroquerie. Et nous allons terminer avec le fondé de pouvoir dans une banque. Ça, c'est les gens très, 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 très dangereux. Parce que l'argent qu'on envoie au fondé de pouvoir ne sont pas les mêmes quantités d'argent qu'on vient de parler là. Donc, on n'a pas besoin de les noircir. On n'a pas besoin de les noircir. Ce qu'on envoie au fondé de pouvoir. C'est une quantité énorme. Ce sont des millions. Beaucoup d'argent.
qu'on fabrique directement à la machine et qu'on va déposer sur son bureau. Ou alors, on se retrouve quelque part, puisqu'il a la possibilité de faire rentrer ça, il fait rentrer cet argent. Et une fois cet argent est rentré, il est distribué dans les salaires. Il arrive parfois où on trouve beaucoup de faux billets dans les salaires. Ça, c'est le travail du fondé de pouvoir pour nuire à votre vie, à vos familles. Et pour s'enrichir. Il vous appauvrit pour s'enrichir. C'est comme ça. Il se charge de les distribuer dans le salaire. C'est pourquoi vous êtes parfois surpris de voir les faux billets dans votre argent lorsque vous faites un retrait au guichet d'une banque. Vous retirez de l'argent au guichet d'une banque et puis il y a faux argent dedans. Ça sort d'où? Pourquoi faux argent se trouve dans l'argent qui sort de la banque? Parce que le fondé de pouvoir a filtré ça. Et cet argent qu'on lui a donné, il ne doit pas garder. Il faut qu'il se débarrasse de ça. Maintenant, en échange de monnaie, ce lot qu'il prend là, il se partage entre eux. C'est la mafia. La police est dedans. Et le chef de service, tout le monde est dedans. Le juge est dedans. Parce que le juge doit manger. Il travaille toujours avec des autorités compétentes pour s'échapper, pour qu'on dise que le dossier est vide. Et voilà, il devient votre malheur, le fondé de pouvoir. Mais c'est une manière de gagner son pain, mais la mauvaise manière. Donc, je donne un peu ces détails pour que vous faites beaucoup attention. C'est une mafia mondiale, internationale. C'est difficile à freiner. Mais en ce qui concerne ce que nous avons vu au début, vous pouvez freiner si vous savez déjà le secret. Si quelqu'un vient vous proposer un billet, il dit moi j'ai un lot de billets, et je cherche client, je cherche financier. Si tu veux être curieux, dis-lui envoie-moi 2 billets, on va voir. Devant lui là, si tu veux l'effrayer, tu peux texter devant lui là, puis tu dis mais tu m'envoies le faux là, machin. Tu veux m'escroquer, j'appelle la police. Il va avoir peur, il va te demander pardon. Mais pour éviter de se mettre en conflit avec les gens, il faut lui dire que je ne suis pas dans ça, c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Comment on escroque les gens, mais il y a plusieurs manières d'escroquer. Il y a plusieurs manières de se faire, de s'enrichir. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser seulement sur ce que nous venons de voir concernant les petits démarcheurs, escrocs et le fondé de pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir prochainement.